Il y a quelqu'un de nouveau dans ma vie, écrivit-elle par message. Je répondis, félicitations, puis j'ai coupé toute l'aide financière que je lui fournissais. Maintenant son avocat appelle tous les jours. On peut bâtir un empire à partir de rien, mais une seule personne peut vous faire douter si vous méritez de le conserver. J'ai appris cette leçon à la dure, mais avec le recul, je suis reconnaissant de la façon dont tout s'est déroulé. Je m'appelle Marcus, j'ai 29 ans, et je dirige une entreprise de couverture commerciale à Atlanta qui a commencé avec moi, un camion échelle délabré, et plus de détermination que de bon sens. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu 4 ans de journée de 12 heures sous la chaleur de la Géorgie, à apprendre de coûteuses erreurs qui m'ont presque mis en faillite 2 fois, et à regarder mon mentor James tout perdre dans un divorce amer qui m'a appris quelques leçons cruciales sur la protection de ce que l'on construit. James avait bâti une entreprise de construction prospère sur 15 ans, employant 23 personnes et gérant des projets commerciaux majeurs dans tout le sud-est. Mais lorsque son mariage a implosé après l'infidélité de sa femme avec leur comptable, elle est partie avec la moitié de tout. Bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds sur un chantier ou compris la moindre chose à l'industrie qui finançait son style de vie luxueux et ses abonnements à des country clubs, je l'ai regardé signer des papiers dans le bureau de cet avocat. Les mains tremblantes alors qu'il cédait la moitié de son équipement, la moitié de ses comptes professionnels, et la moitié de ses revenus futurs à quelqu'un qui avait passé tout son mariage à traiter son entreprise comme son distributeur automatique personnel tout en ne contribuant en rien à sa croissance ou à son succès, si ce n'est par des demandes de maisons plus grandes et de vacances plus chères. Cette dévastation est devenue mon éducation en matière de compartimentation des actifs et de maintien de frontières financières strictes même dans les relations qui semblaient solides et permanentes parce que j'ai compris que ce que vous construisez de vos propres mains peut disparaître du jour au lendemain si vous ne faites pas attention à qui vous confiez l'accès. Maintenant, je dirige une équipe de 6 spécialistes qui gèrent des projets de grande hauteur en Géorgie, au Tennessee et en Alabama. Et mon entreprise dégage environ 180 000 $ par an avec des contrats qui nous maintiennent occupés 18 mois à l'avance. Spécialisée dans les installations commerciales complexes qui exigent une précision et une expertise que la plupart des concurrents ne peuvent égaler. Le succès est venu de la compréhension que dans ce métier, la réputation et la fiabilité comptent plus que l'équipement tape à accent grave-l'œil ou les beaux discours. Se présenter quand on dit qu'on le fera. Livrer un travail de qualité à temps et en dessous du budget. Traiter son équipe avec respect et des salaires équitables et maintenir des relations solides avec les entrepreneurs généraux qui vous confient leurs projets les plus grands et les plus difficiles. Chaque matin, lorsque je traverse notre parc d'équipement et que je vois ces 6 camions avec le nom de mon entreprise blasonné sur les côtés, les échelles de qualité commerciale organisées par hauteur et fonction, l'entrepôt rempli de matériaux de première qualité triés par spécification de projet, et le bureau où mon chef de projet coordonne des plannings qui s'étendent jusqu'à l'année prochaine. Je me souviens de James assis dans ce restaurant il y a 4 ans, les larmes aux yeux, expliquant comment il avait perdu le travail de sa vie parce qu'il avait fait confiance à quelqu'un qui voyait son entreprise comme son plan de retraite plutôt que comme leur avenir commun. Ces conversations ont façonné chaque décision que j'ai prise concernant la structure de l'entreprise et les relations personnelles, créant des frontières protectrices et des garanties juridiques qui allaient bientôt être mises à l'épreuve d'une manière que je n'avais jamais anticipée lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui semblait différent de tous les autres. Quelqu'un qui semblait valoriser la passion et la créativité plutôt que la richesse matérielle. Alors l'entreprise a grandi systématiquement grâce aux recommandations et aux clients fidèles qui appréciaient un travail de qualité et des prix honnêtes, ce qui m'a permis de réinvestir les bénéfices dans de meilleurs équipements et des programmes de formation spécialisés pour mon équipe, construisant quelque chose de durable plutôt que de simplement courir après l'argent rapide comme tant d'entrepreneurs qui s'épuisent après quelques années de succès. J'ai tenu des registres financiers détaillés, maintenu des comptes séparés pour les dépenses professionnelles et personnelles, établi une structure de SARL qui protégeait mes actifs, et appris à repérer les signes avant-coureurs que James avait manqués lorsque son ex-femme a commencé à traiter son succès comme un droit acquis plutôt que comme le résultat de son travail acharné et de ses sacrifices. Mais malgré toutes ces précautions, je croyais toujours que rencontrer la bonne personne signifiait trouver quelqu'un qui apprécierait à la fois l'homme et l'empire qu'il avait bâti. Quelqu'un avec qui il valait la peine de partager le succès plutôt que de s'en protéger. L'ironie est que me protéger si soigneusement m'a fait me sentir suffisamment en sécurité pour être vraiment généreux avec la bonne personne, ce qui est exactement ce qui m'a mis dans cette situation au départ. Il y a 4 ans, je suis entré dans ce café chic du quartier des Arts d'Atlanta après avoir terminé une consultation pour un projet de rénovation de galerie. Portant encore mes bottes de travail et sentant probablement le goudron de toiture malgré m'être lavé les mains 2 fois dans la salle de bain du client.
Je commandais mon café noir habituel quand j'ai remarqué la barista derrière le comptoir expliquant quelque chose sur l'art de l'installation contemporaine à un autre client avec une passion si sincère que je me suis arrêté au milieu de ma phrase et que j'ai réellement écouté ce qu'elle disait au lieu de vérifier mon téléphone pour le prochain rendez-vous. Elle avait cette façon de décrire comment les artistes utilisent l'espace négatif et des matériaux non conventionnels qui rendaient les concepts abstraits accessibles et fascinants, faisant des gestes avec ses mains alors qu'elle parlait de la façon dont un sculpteur transforme les déchets industriels en un commentaire sur la culture de consommation et la destruction de l'environnement. Quand elle m'a tendu mon café, elle a remarqué que je fixais la petite reproduction d'une œuvre de Kandinsky sur le mur derrière elle et s'est lancée dans une explication sur la façon dont il croyait que les couleurs avaient des températures émotionnelles et comment les formes géométriques pouvaient déclencher des réponses psychologiques spécifiques chez les spectateurs, changeant complètement la façon dont il traite l'information visuelle. Je me suis retrouvé debout là pendant 20 minutes, complètement captivé par quelqu'un qui pouvait me faire voir l'art comme quelque chose de plus que de jolies décorations ou des absurdités prétentieuses que les gens riches collectionnaient pour montrer leur sophistication. Son nom était Sophia, 26 ans, avec un master en études muséales d'un prestigieux programme de la Côte et qui lui avait coûté plus que mon premier camion de travail et l'avait obligé à rédiger une thèse sur les pratiques curatoriales dans les espaces d'exposition post-numériques. Elle avait déménagé à Atlanta spécifiquement pour la scène artistique contemporaine émergente, travaillant dans ce café tout en poursuivant son rêve de devenir conservatrice d'exposition pour de grands musées et galeries qui pouvaient se permettre de payer des salaires décents à leur personnel professionnel. Le travail lui rapportait environ $28 000 par an avant impôt, à peine assez pour couvrir le loyer dans le quartier branché qu'elle avait choisi pour être proche des galeries où le réseautage se faisait. Et elle était noyée sous les remboursements de prêts étudiants de son programme de 3e cycle qui totalisait plus que ce que la plupart des gens gagnent leur première année après l'université. Mais en l'écoutant parler de vision curatoriale et de la façon dont des expositions bien conçues pouvaient remettre en question les préjugés de la société et initier les gens à de nouvelles façons de comprendre leur monde, j'ai compris que ce n'était pas l'argent qui la motivait. Elle avait cette véritable passion intellectuelle pour la création d'expériences culturelles significatives qui pourraient changer la façon dont les gens se voient eux-mêmes et leur communauté. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé à passer à ce café plus souvent que ne l'exigeait ma dépendance à la caféine, chronométrant mes visites pour quel coïncident avec ses quarts de travail, et apprenant progressivement son parcours, ses réalisations académiques, et ses aspirations à long terme dans le monde des musées. Elle avait grandi dans une famille de classe moyenne en Caroline du Nord, où l'éducation et l'enrichissement culturel étaient privilégiés par rapport à la richesse matérielle, et ses parents avaient soutenu ses études, même quand ils ne pouvaient pas se permettre de l'aider avec les frais de subsistance pendant ses études supérieures ou les stages non rémunérés requis pour l'avancement professionnel. Les conversations que nous avons eues pendant les moments calmes entre les clients ont révélé quelqu'un qui était frustré non pas par ses limites financières actuelles, mais par les barrières que ces limites créaient entre elle et les opportunités de carrière pour lesquelles elle avait travaillé si dur pour se qualifier grâce à des années d'études et de recherche. Elle a expliqué comment la plupart des bourses de conservation dans les musées prestigieux n'étaient pas rémunérées ou offraient des allocations si faibles que seuls les candidats ayant une fortune familiale pouvaient se permettre de les accepter, créant un système où le privilège économique déterminait l'accès à l'influence culturelle indépendamment du mérite, de la passion ou des résultats académiques. Après 8 mois de ces conversations de café qui se sont progressivement transformées en véritables rendez-vous à des vernissages de galeries, des expositions de musées et des visites d'ateliers d'artistes, j'ai compris que j'avais trouvé quelqu'un dont les rêves valaient la peine d'être investis. Quelqu'un dont le succès profiterait non seulement à elle, mais aussi à la communauté culturelle plus large qu'elle voulait servir grâce à son expertise et sa vision. Le problème était que la poursuite de ses rêves nécessitait une stabilité financière qu'elle ne pouvait pas atteindre avec un salaire de barista tout en maintenant la présence professionnelle et les opportunités de réseautage essentielles à l'avancement dans le monde très compétitif des musées. La conversation qui a tout changé a eu lieu un mardi soir pluvieux dans son petit studio exigu, entouré de livres d'art qu'elle avait collectionnés au fil des ans et de demandes de bourse sur lesquelles elle travaillait depuis des mois. Sophia venait de recevoir une autre lettre de refus d'un prestigieux programme de musée. Non pas parce qu'elle manquait de qualifications, mais parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de travailler pendant 9 mois sans salaire tout en couvrant ses propres frais de subsistance et de développement professionnel. Je l'ai regardé fixer cette lettre avec un mélange de déception et de résignation qui m'a serré la poitrine, réalisant que quelqu'un avec son talent et son éducation était systématiquement exclu des opportunités simplement parce qu'elle n'avait pas l'argent de sa famille pour subventionner son avancement de carrière. Elle a expliqué que la plupart de ses camarades de 3e cycle qui avaient obtenu des bourses compétitives venaient de milieux aisés où les parents pouvaient couvrir le loyer et les dépenses indéfiniment, tandis que ceux issus de familles de la classe ouvrière comme la sienne finissaient piégés dans des emplois de service malgré des qualifications identiques et des dossiers académiques souvent supérieurs.
L'injustice de la situation m'a mis en colère d'une manière qui m'a surpris parce que j'avais toujours cru que le travail acharné et le mérite finissaient par l'emporter sur le privilège. Mais voici quelqu'un qui prouvait que ce n'était pas toujours vrai dans des domaines où les postes non rémunérés servaient de gardien à l'avancement professionnel. C'est à ce moment-là que j'ai fait l'offre qui allait définir les 4 prochaines années de ma vie et finalement m'apprendre la différence entre soutenir les rêves de quelqu'un et encourager les attentes de quelqu'un. J'ai dit à Sophia que je voulais l'aider à saisir les opportunités de bourse qu'elle méritait. Que mon entreprise se portait assez bien pour nous soutenir tous les deux pendant qu'elle construisait la carrière pour laquelle elle avait travaillé si dur à se préparer grâce à des années d'études et de recherche dévouées. J'ai offert de prendre en charge ses dépenses mensuelles, le loyer de son loft en centre-ville, qui était de 2400 $ par mois dans un immeuble avec d'autres jeunes professionnels, le paiement de la location de sa Subaru Outback de 620 $ par mois pour un transport fiable aux événements de réseautage, et ses remboursements de prêts étudiants, qui s'élevait en moyenne à 800 $ supplémentaires pour servir la dette de son programme de master, afin qu'elle puisse se concentrer entièrement sur son développement professionnel sans le stress constant de la survie financière. Je l'ai également ajoutée comme utilisatrice autorisée sur mes cartes de crédit premium avec une limite combinée de 10 000 $, lui donnant accès à des fonds pour une garde-robe professionnelle, des événements de réseautage, la participation à des conférences, le développement de son portfolio, et d'autres dépenses liées à la carrière qui étaient essentielles mais impossibles avec un budget de barista. Le total mensuel s'élevait en moyenne à environ 6 000 $, ce qui représentait environ 40% des revenus de mon entreprise après impôts et dépenses professionnelles, mais je considérais cela comme un investissement dans notre avenir commun plutôt que comme un fardeau financier ou un don de charité. J'avais vu comment mon mentor en affaires, James, avait soutenu les diverses activités de sa femme au fil des ans, y compris sa licence d'agent immobilier et sa certification en design d'intérieur. Et bien que cette relation se soit mal terminée, je croyais que l'erreur était d'avoir fait confiance à la mauvaise personne plutôt que d'être généreux avec la bonne. La réaction de Sophia a été tout ce que j'espérais. Une gratitude sincère mêlée d'excitation à l'idée de pouvoir enfin saisir des opportunités qui lui étaient financièrement impossibles auparavant, plus le soulagement de ne pas avoir à choisir entre l'avancement de carrière et les besoins de survie de base. Elle a quitté le café en 2 semaines et s'est jetée dans le monde compétitif des demandes de bourse, des événements de réseautage de conservateurs et de la construction de relations avec les galeries avec une intensité si concentrée qu'elle m'a convaincu que j'avais pris la bonne décision en soutenant sa transition vers le travail professionnel en musée. Pour la première fois depuis notre rencontre, elle pouvait assister à des vernissages de galeries en soirée sans s'inquiéter de manquer des quarts de travail, pouvait s'offrir la garde-robe professionnelle requise pour les environnements de musées où l'apparence et la présence comptaient pour la crédibilité, et pouvait dire oui à des opportunités de bourse non rémunérées qui auraient été impossibles tout en subvenant à ses besoins avec des salaires de service qui couvraient à peine les frais de subsistance de base. Je l'ai regardé se transformer de quelqu'un constamment stressé par l'argent en quelqu'un qui pouvait se concentrer entièrement sur la mise en valeur de son expertise et la construction des relations professionnelles essentielles à l'avancement dans son domaine, assistant à des conférences et des ateliers qui élargissaient ses connaissances et la mettaient en contact avec des conservateurs et des directeurs de musées influents. L'entreprise a continué à se développer pendant cette période, décrochant plusieurs contrats majeurs, y compris un projet de bâtiment municipal qui nous tiendrait occupés pendant 6 mois, ce qui rendait les dépenses supplémentaires gérables plutôt que pesantes. Et j'ai vraiment apprécié de voir Sophia s'épanouir une fois libérée des contraintes financières qui limitaient son potentiel de croissance professionnelle. Je me sentais fier d'être la raison pour laquelle quelqu'un avec ses qualifications pouvait enfin accéder aux opportunités qu'elle méritait. Et voir sa confiance grandir alors qu'elle évoluait dans des cercles professionnels qui correspondaient à son éducation et à ses ambitions faisait que chaque dollar semblait bien dépensé. 4 ans plus tard, le jour qui aurait dû être celui où j'ai demandé en mariage la femme avec qui je pensais construire un avenir, j'ai appris que parfois les plus grands risques ne sont pas ceux que l'on peut calculer et préparer dans des plans d'affaires. Je planifiais cette demande en mariage depuis des mois, en coordination avec le High Museum of Art pour organiser une visite privée de leur collection contemporaine. Le même type d'espace d'exposition où Sophia avait toujours rêvé de travailler comme conservatrice. J'avais commandé une bague de fiançailles sur mesure à un artisan local spécialisé dans les pièces uniques, avec sa pierre de naissance entourée de plus petits diamants disposés selon un motif inspiré des abstractions géométriques qu'elle avait toujours admirées dans l'œuvre de Kandinsky. Les confirmations de réservation pour notre dîner de célébration dans son restaurant préféré étaient imprimées et rangées dans mon camion, avec du champagne et des fleurs que j'avais ramassées ce matin-là après avoir terminé une réparation de toiture d'urgence en avance. Je conduisais vers son loft avec cette excitation nerveuse qui montait dans ma poitrine, répétant mentalement comment je lui dirais que je voulais passer le reste de ma vie à soutenir ses rêves et à construire quelque chose de significatif ensemble.
Le message texte est arrivé alors que j'étais assis sur sa place de parking, le moteur encore en marche, la boîte de la bague dans la poche de ma veste me semblant peser plus que mon installation d'échelle commerciale. Le message était froid et professionnel, complètement différent de son style de communication habituel, et le lire m'a fait l'effet d'un coup de masse en plein poitrine alors que je me tenais sur un échafaudage. Elle a écrit qu'elle avait trouvé sa véritable vocation avec quelqu'un qui comprenait sa vision artistique d'une manière que je ne pourrais jamais. Que nous étions fondamentalement incompatibles malgré les 4 années que nous avions passées ensemble à construire ce que je pensais être une base solide. Et que je ne devais plus la contacter car elle devait se concentrer sur ce nouveau chapitre de sa vie sans les distractions du passé. Aucune explication sur les 4 années de soutien financier qui avaient permis son développement de carrière. Aucune reconnaissance des sacrifices que j'avais faits pour l'aider à saisir des opportunités auxquelles elle n'aurait pas pu accéder autrement. Aucune reconnaissance du fait que j'avais été la fondation qui lui avait permis de construire le réseau professionnel où elle avait apparemment rencontré quelqu'un de plus adapté à ses ambitions. Juste un message dédaigneux qui réduisait toute notre relation à un problème d'incompatibilité. Comme si le problème était que je ne l'avais jamais vraiment comprise plutôt qu'elle ait décidé de passer à quelqu'un qui offrait de meilleures perspectives pour son avancement de carrière future. Le choc a duré exactement 90 secondes avant que ma formation commerciale ne prenne le dessus. Et j'ai commencé à penser systématiquement au contrôle des dommages et à la protection des actifs. De la même manière que j'aborderais un projet qui aurait mal tourné à cause de la météo ou des changements de clients. Je suis monté à son loft en utilisant la clé qu'elle m'avait donnée 2 ans plus tôt, je suis entré, et je me suis assis sur le canapé que je l'avais aidé à choisir quand elle avait emménagé dans l'endroit pour lequel je payais depuis qu'elle avait quitté son travail de café. La boîte de la bague est retournée dans la poche de ma veste. Les réservations pour le dîner ont été annulées depuis mon téléphone pendant que j'étais assis là et j'ai commencé à faire un inventaire mental de tout ce qui devait être traité immédiatement pour me protéger de toute exposition financière supplémentaire. J'avais appris en regardant James tout perdre que les premières heures après la fin d'une relation sont cruciales pour se protéger juridiquement et financièrement, surtout lorsque d'importantes sommes d'argent et des ressources partagées sont impliquées parce que les émotions sont fortes et que les gens prennent des décisions qu'ils regrettent plus tard. L'ordinateur portable de Sophia était ouvert sur le comptoir de la cuisine, probablement là où elle avait tapé le message de rupture. Et je pouvais voir que son onglet de messagerie était toujours actif avec ce qui ressemblait à de la correspondance sur des opportunités de bourse et des postes en galerie dont je ne l'avais jamais entendu parler auparavant, suggérant que cette décision avait été planifiée depuis des semaines ou des mois, alors qu'elle continuait d'accepter mon soutien financier. L'ironie ne m'a pas échappé que j'étais assis dans un appartement que j'avais payé, entouré de meubles que j'avais aidé à acheter, regardant la preuve qu'elle planifiait sa sortie tout en utilisant encore mes cartes de crédit et en prenant mon argent. Ce qui s'est passé ensuite a été l'opération commerciale la plus méthodique et la plus efficace que j'ai jamais exécutée. Et je l'ai gérée avec la même précision que j'apportais aux installations de toitures complexes où une seule erreur pouvait coûter des milliers de dollars en matériaux et en main-d'œuvre. Dans les 2 heures suivant la réception de ce message texte, j'avais systématiquement coupé tous les liens financiers entre nous, en commençant par les éléments les plus critiques qui pourraient causer des dommages immédiats à ma cote de crédit et à mes comptes professionnels s'ils n'étaient pas traités. J'ai d'abord appelé les sociétés de cartes de crédit, expliquant qu'une utilisatrice autorisée n'était plus autorisée à effectuer des achats sur mes comptes et j'ai fait annuler les 2 cartes, avec des cartes de remplacement expédiées à mon adresse uniquement dans les 48 heures. Ensuite, j'ai contacté sa compagnie d'assurance automobile et me suis fait retirer de sa police en tant que titulaire principal de la police, suivi d'un appel au bureau de location pour donner un préavis écrit que je mettais fin à ma garantie personnelle sur son contrat de location avec effet immédiat en vertu de la clause de 30 jours que j'avais insisté pour inclure lorsque j'avais co-signé pour la première fois. Son service de téléphonie mobile a été déconnecté en quelques minutes via l'application mobile de mon opérateur, ainsi que les services de streaming premium, l'abonnement à la salle de sport, les abonnements professionnels et diverses autres charges récurrentes que je couvrais depuis des années sans vraiment suivre le coût mensuel total. J'ai tout documenté avec des captures d'écran des confirmations d'annulation, envoyé des courriels formels à chaque entreprise confirmant les changements et demandant un accusé de réception écrit, et créé une trace papier numérique complète qui me protégerait si elle tentait de prétendre que j'avais accepté de continuer à la soutenir financièrement après la fin de notre relation. Mon avocat d'affaires, le même que James m'avait recommandé après son divorce, spécialisé dans la protection des entrepreneurs contre la responsabilité personnelle, a confirmé par téléphone que sans mariage ni bien détenu en commun, Sophia n'avait aucune prétention légale à un soutien continu, quelle que soit la durée pendant laquelle je l'avais fourni volontairement pendant notre relation. L'approche systématique m'a paru étrangement thérapeutique,
comme si je reprenais enfin le contrôle d'une situation qui était entièrement entre ses mains lorsqu'elle a pris la décision unilatérale de mettre fin à notre relation par message texte alors que j'étais assis sur son parking prêt à la demander en mariage. J'ai également changé les serrures de mon propre appartement ce soir-là, puisqu'elle avait un double des clés depuis 2 ans, mis à jour les codes de sécurité de tous mes comptes professionnels au cas où elle m'aurait déjà observé les saisir, et même changé mes mots de passe bancaire par mesure de précaution. 3 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée à mon bureau contenant une lettre officielle d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler, exigeant 35 000 $ pour ce qu'ils appelaient un soutien transitoire afin d'aider Sophia à maintenir ses activités de développement professionnel pendant qu'elle s'adaptait à ces nouvelles circonstances financières suite à notre relation. La lettre prétendait que j'avais créé une situation de dépendance financière qui constituait une obligation légale de continuer à fournir un soutien pour une période de transition raisonnable et menaçait d'une action en justice si je ne répondais pas dans les 10 jours ouvrables avec un plan de paiement spécifique, répondant aux attentes légitimes de leurs clientes. J'ai transmis la lettre à mon avocat qui m'a appelé cet après-midi en riant pour m'expliquer que c'était une tactique d'intimidation courante utilisée par des personnes qui n'avaient aucune base légale réelle mais qui espéraient faire pression sur d'anciens partenaires pour qu'ils effectuent des paiements volontaires afin d'éviter les tracas et les frais de défense contre des litiges futiles. Il a rédigé une réponse juridique formelle expliquant que la loi de l'État de Géorgie ne reconnaît pas la dépendance financière comme un motif de soutien continu entre des personnes non mariées, que toute aide financière avait été fournie volontairement pendant la relation sans aucune obligation contractuelle, et que toute correspondance ultérieure devait être adressée à son bureau plutôt qu'à moi personnellement ou à mon entreprise. La lettre de mise en demeure était apparemment l'étendue de leur stratégie juridique car nous n'avons plus jamais entendu parler de l'avocat de Sophia. Mais cela a confirmé qu'elle était prête à utiliser le système juridique pour essayer de m'extorquer de l'argent même après avoir mis fin à notre relation pour être avec quelqu'un d'autre qui comprenait soi-disant mieux sa vision artistique. Toute cette expérience m'a appris que se protéger financièrement exige la même attention aux détails et la même planification systématique que la gestion d'une entreprise de construction prospère, et que les décisions émotionnelles peuvent être aussi coûteuses que de mauvais contrats si on ne les gère pas avec une discipline professionnelle et une documentation claire. La confrontation que je redoutais a eu lieu 2 semaines plus tard lorsque je suis arrivé au loft de Sophia avec des déménageurs professionnels pour récupérer les meubles et l'équipement que j'avais achetés au fil des ans. Armé de reçus stockés dans mon téléphone et d'une liste d'inventaire détaillée que mon avocat m'avait conseillé de préparer, j'avais programmé le ramassage pour un mardi matin, pensant que Sophia serait à la nouvelle opportunité qu'elle avait trouvée, mais je l'ai trouvée en train d'attendre avec 2 autres personnes qui n'étaient manifestement pas là pour aider à la logistique des meubles. Le premier était évidemment Gareth, le photographe nanti qu'elle avait mentionné dans son message de rupture, un type d'une trentaine d'années portant des vêtements de marque coûteux qui coûtaient probablement plus que ce que mon équipe gagne en une semaine, et une expression qui suggérait qu'il n'avait jamais fait de travail physique de sa vie ou compris ce que signifiait construire quelque chose à partir de rien. Le second était quelqu'un qui filmait tout avec un téléphone, documentant apparemment notre interaction pour ce que Sophia a plus tard prétendu être une preuve légale. Bien que mon avocat m'ait prévenu que cela pourrait arriver et m'ait conseillé de rester professionnel et calme quelle que soit la provocation ou les tentatives d'escalade de la situation. Gareth s'est immédiatement positionné entre moi et l'entrée de l'appartement, m'informant avec une autorité étudiée que je n'avais aucun droit de retirer des objets qui étaient essentiels au développement de la carrière de Sophia, y compris les livres d'art coûteux, le tour de potier pour son passe-temps de céramique, et l'équipement de photographie que j'avais acheté quand elle avait décidé d'explorer la documentation visuelle dans le cadre de sa pratique curatoriale. Le type avait manifestement été briefé sur les objets les plus précieux et qui causeraient le plus de perturbations professionnelles s'ils étaient retirés. Et il a énuméré une liste de choses qu'il prétendait être des cadeaux plutôt que des achats faits pour quelqu'un que je soutenais financièrement, ignorant commodément le fait que chaque article avait été acheté avec mes cartes de crédit et livré à une adresse dont je payais le loyer. J'ai calmement sorti mon téléphone et j'ai commencé à lui montrer les reçus d'achat pour chaque article contesté, avec les dates, les montants et mon nom sur les confirmations de paiement, tout en expliquant que les cadeaux viennent généralement avec des cartes, des occasions spéciales, ou une certaine reconnaissance de l'événement célébré, ce qui n'avait été le cas pour aucun de ces achats. Lorsque Gareth a tenté de bloquer physiquement l'entrée des déménageurs dans l'appartement, espérant clairement faire dégénérer la situation en quelque chose qui aurait mauvaise apparence sur leur enregistrement et leur donnerait potentiellement des motifs pour une plainte de harcèlement, le chef des déménageurs s'est avancé et l'a informé professionnellement que l'interférence avec une récupération de propriété légale pouvait entraîner des poursuites pour obstruction à la justice tout temps. Maintenant le calme qui vient d'années d'expérience dans la gestion de situations difficiles dans des environnements chargés d'émotions. À ce moment précis, mon avocat est arrivé à l'improviste avec un dossier de documents juridiques.
Ayant anticipé que ce ramassage pourrait comporter des complications étant donné la tentative précédente de Sophia de m'extorquer de l'argent par intimidation juridique et menace de litige, il a remis à Gareth une lettre officielle expliquant que tous les articles en cours de retrait avaient été achetés par son client avec une preuve de propriété documentée, que l'interférence avec la récupération de propriété pouvait entraîner des conséquences juridiques, y compris des accusations de conversion et de vol, et que tout litige devait être traité par les voies juridiques appropriées plutôt que par une confrontation physique ou des tentatives d'intimidation. La présence d'un avocat avec des documents officiels et des lettres de créance juridiques a immédiatement changé toute la dynamique de la situation. Et la posture agressive de Gareth s'est dégonflée alors qu'il réalisait que ce ne serait pas le simple scénario d'intimidation qu'il avait probablement imaginé lorsque Sophia lui avait demandé de l'aider à m'empêcher de récupérer mes propres biens. Sophia est sortie de la chambre à coucher avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des jours. Probablement stressée par la réalité financière de subvenir à ses besoins sans mes subventions et face à la perspective de retourner à un travail de service pour couvrir les frais de subsistance de base. Et elle a fait une dernière tentative désespérée de négocier en suggérant que j'étais vindicatif et que je détruisais ses perspectives de carrière en retirant des outils essentiels à son développement professionnel. Mon avocat a calmement expliqué que l'achat d'articles pour quelqu'un pendant une relation ne leur transfère pas automatiquement la propriété, surtout lorsque l'acheteur a conservé les reçus et que les articles étaient clairement destinés à un usage temporaire pendant la relation, et non comme des cadeaux permanents avec des droits de propriété transférés. Les déménageurs ont terminé leur travail efficacement, tandis que Sophia et Gareth se sont retirés dans un coin pour murmurer furieusement, jetant parfois un coup d'œil aux documents juridiques qui avaient mis fin à leur stratégie de prétendre que je volais des cadeaux plutôt que de récupérer mes propres biens que j'avais achetés et payés. Alors que nous chargions les derniers articles dans le camion de déménagement, j'ai remarqué que Gareth prenait des photos de l'appartement vide avec son équipement photographique coûteux, documentant probablement ce qu'il percevait comme une preuve de mon comportement vindicatif, ne réalisant pas que retirer ses propres biens après la fin d'une relation est à la fois légal et pratique plutôt qu'une vengeance mesquine. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la rapidité avec laquelle Sophia se tournerait vers les médias sociaux pour élaborer un récit qui la présentait comme la victime d'une manipulation financière par ce qu'elle appelait un partenaire ouvrier contrôlant qui avait délibérément saboté ses opportunités artistiques par jalousie et par dépit. Quelques jours après notre confrontation, elle a publié une longue story Instagram qui décrivait toute notre relation comme une situation abusive où je l'avais systématiquement isolée de ses amis, surveillé ses activités, et utilisé l'argent comme une arme pour contrôler ses choix de carrière et ses décisions personnelles. La publication incluait des photos soigneusement sélectionnées de notre temps ensemble, recadrées pour supprimer le contexte et accompagnées de légendes qui reformulaient mon soutien financier comme une preuve de manipulation plutôt que de générosité, suggérant que je l'avais piégé dans une situation de dépendance pour l'empêcher d'atteindre l'indépendance et le succès professionnel. Elle a décrit comment je l'avais forcé à quitter son travail, exigé une responsabilité constante pour son temps et ses activités, et menacé de détruire sa carrière si elle essayait un jour de quitter la relation, créant un récit qui la faisait passer pour une prisonnière plutôt que pour quelqu'un qui avait volontairement accepté une aide financière pour saisir des opportunités non rémunérées. La publication a gagné une traction significative parmi ses abonnés, dont beaucoup ne m'avaient jamais rencontré et n'avaient entendu que la version des faits de Sophia, menant à des commentaires de soutien sur la masculinité toxique et l'abus financier qui renforçaient son récit de victime tout en ignorant complètement la réalité de la dynamique de notre relation. Mais la communauté artistique d'Atlanta est étonnamment interconnectée, et plusieurs coordinateurs de galeries qui avaient été témoins de notre relation de première main ont reconnu le faux récit qu'elle promouvait et ont compris la réalité de ce qui s'était réellement passé au cours des 4 années que nous avons passées ensemble. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le réseau professionnel qu'elle avait travaillé si dur à construire que la prometteuse boursière en conservation qui avait fait des progrès si impressionnants dénigrait publiquement son bienfaiteur après l'avoir quitté pour un photographe riche qui pouvait offrir de meilleures relations professionnelles et un statut social plus élevé. L'histoire est devenue particulièrement dommageable lorsque les gens ont commencé à partager leurs propres observations sur la gratitude que Sophia avait toujours semblé exprimer en me présentant lors d'événements. Comment elle avait fréquemment crédité mon soutien pour avoir rendu ces opportunités possibles, et comment elle n'avait jamais montré aucun signe de l'isolement ou du contrôle qu'elle prétendait maintenant avoir caractérisé notre relation. Plusieurs professionnels qui avaient travaillé avec elle ont commencé à remettre en question sa crédibilité et son jugement professionnel, se demandant quels autres aspects de sa personnalité et de son éthique ils n'avaient pas réussi à reconnaître lors de leurs interactions précédentes. Le musée où Sophia détenait son poste de boursière a discrètement refusé de renouveler son contrat à la fin du trimestre, invoquant des préoccupations de conduite professionnelle et la nécessité de maintenir la crédibilité institutionnelle dans leur partenariat avec les donateurs et les sympathisants qui pourraient être aliénés par l'association avec quelqu'un prêt à attaquer publiquement d'anciens bienfaiteurs.
Plusieurs propriétaires de galeries qu'il avait envisagées pour des postes de conservation ont retiré leurs offres, non pas nécessairement parce qu'ils croyaient que j'avais été contrôlant, mais parce que son déballage public de griefs relationnels démontrait un jugement professionnel discutable et une volonté de nuire aux personnes qui avaient soutenu sa carrière lorsque cela convenait à ses objectifs ou lorsqu'elle avait besoin de justifier ses décisions. La communauté artistique valorise la discrétion et le professionnalisme, et la campagne de Sofia sur les réseaux sociaux a violé ces deux principes tout en créant un drame inutile qui se reflétait mal sur son caractère et ses capacités de prise de décision. Pendant ce temps, mon entreprise de couverture continuait de prospérer avec de nouveaux contrats municipaux qui nous maintenaient entièrement réservés pour les 18 prochains mois. J'avais commencé à fréquenter Elena, une architecte à succès qui appréciait mon dynamisme entrepreneurial et traitait mon succès comme quelque chose à célébrer plutôt qu'à exploiter à des fins personnelles. Et j'ai constaté que je ne ressentais qu'une légère curiosité pour la situation actuelle de Sofia plutôt qu'un attachement émotionnel persistant ou un désir de vengeance contre quelqu'un qui avait si clairement montré son vrai caractère. Le contraste entre soutenir quelqu'un qui valorisait ce que vous apportiez à sa vie et quelqu'un qui le voyait comme un droit acquis est devenu limpide grâce à la gratitude sincère d'Elena pour des gestes simples et à son insistance à contribuer équitablement à nos dépenses et activités communes, démontrant ce que le respect mutuel et le partenariat signifiaient réellement en pratique.